Donc effectivement, je vais vous présenter le langage, et ce langage il est basé sur une idée de Frédéric Boussineau, qui était de dire pardon, la programmation synchrone, c'est vraiment un modèle de concurrence très utile, donc pourquoi le limiter à la programmation d'applications temps réel? Et donc, nous, on va s'intéresser à programmer ce type d'application. Donc ici, c'est une simulation de réseau mobile, où chaque nombre représente un équipement, et ils vont tous communiquer ensemble, s'envoyer des messages, et on suit le nombre 0. Donc, dans cette simulation, on voit qu'il y a beaucoup de processus parallèles. Il va y avoir beaucoup de communication et de synchronisation, donc par exemple pour calculer la topologie du réseau. Et on veut aussi, dans le système, avoir des aspects dynamiques. Donc on veut pouvoir supprimer des nœuds dynamiquement. Donc là, je peux enlever des nœuds de cette simulation ou en ajouter. Donc l'idée de Frédéric Boussineau, c'était de dire on va prendre un langage généraliste et on va l'étendre avec des constructions du synchrone. Donc dans le cadre de ReactiveML, on part de OCaml et on ajoute du synchrone à la STRL. Donc ReactiveML, c'est une des implémentations. Il y en a de nombreuses autres qui sont basées sur cette idée. Donc je vais commencer par vous présenter le langage à travers un exemple. Cet exemple, c'est l'œuvre de Roger Vildé qui ressemble à ça. Donc ici, on voit que c'est 16 carrés qui sont eux-mêmes découpés en 4 sous-carrés qui sont des pompes dont le niveau s'incrémente et se décrémente. Donc, pour le programmer, on va partir des éléments de base, juste une pompe qui s'incrémente et se décrémente. Donc, pour faire ça, on va définir un processus. Donc, un processus, ça va être une fonction qui va s'exécuter à travers plusieurs instants synchrones. Donc, ici, c'est un processus qui s'appelle SOM, qui va être paramétré par un signal qui va contenir l'état, donc le niveau de la pompe, et le delta, de combien il doit être incrémenté à chaque instant. Et comme en STL, on peut écrire un pour toujours, dans lequel on va émettre sur le signal state la valeur précédente de l'état plus delta. On attend l'instant suivant et on recommence. Donc, comme en OCaml, ici, le compilateur va pouvoir typer le programme et inférer donc, sa signature de type. Donc là, on a seulement vu comment incrémenter l'état. Nous, on a vu que la pompe elle devait augmenter et diminuer. Donc on va maintenant faire un automate à 2 états, disant on va commencer par incrémenter jusqu'à obtenir un seuil et ensuite décrémenter. Donc pour faire ça, on va faire 2 processus mutuellement récursifs. Le premier s'appelle incr et il exécute le processus SOM pour incrémenter le niveau de la pompe. Quand on reçoit sur l'état la valeur x et que x est supérieur ou égal à 1, à ce moment-là, on va interrompre l'exécution de SOM. Donc SOM, c'était un processus qui ne devait jamais terminer, et le do until, qui correspond au abort d'STRL, va interrompre l'exécution et lancer l'exécution du processus qui est donné dans le handler, donc dans le processus d'ECR. Et ce que fait le processus d'ECR, il appelle de nouveau l'intégrateur, mais cette fois-ci avec la valeur moins delta, et l'exécution de cet intégrateur est interrompue lorsque l'état devient négatif. À ce moment-là, on repasse dans l'état incr. Et initialement, on dit qu'on rentre dans l'état incr parce qu'on lance le processus incr au début. Donc là, on a vu comment calculer l'état de la pompe. Maintenant, on va se demander comment l'afficher. Et on a vu que chaque carré était décomposé en 4 pompes s'affichant dans 4 directions. Donc on va définir les notions de direction. Donc ReactiveML est une extension de OCaml. Donc comme en OCaml, on peut définir des types énumérés ici au bas gauche-droite. Et le processus draw va prendre en argument l'état et il va pouvoir lire cet état pour faire l'affichage. Et donc, comme en OCaml, on peut faire du pattern matching et gérer l'affichage.
Donc, maintenant, pour obtenir le résultat que je vous ai montré précédemment, on va définir un processus pompe où on va définir la direction dans laquelle on veut l'afficher, sa position et sa taille, l'état, et l'affichage de la pompe qui s'incrémente et se décrémente, c'est juste la composition parallèle du processus incr-decr qui calcule l'état et du processus draw qui se gère de l'affichage. Et la composition parallèle synchrone, là, va nous garantir qu'on va bien observer l'état de la pompe à chaque instant. Donc, c'est le résultat qu'on a maintenant, mais ce qu'on veut, c'est maintenant pouvoir avoir plusieurs pompes. Donc, ce qu'on veut, c'est à chaque fois que j'appuie sur espace, pouvoir décomposer chaque pompe en 4 pour obtenir le dessin original. Donc ici, on va voir qu'on fait de la création dynamique de processus en définissant un processus qui s'appelle splittable, où ici, on déclare le signal state en disant que le signal state on va émettre dessus des valeurs de type flottante et on va les combiner avec l'addition. On initialise l'état avec une valeur d'état initial. Et ensuite, on exécute la pompe jusqu'à ce que le signal split, qui est émis quand j'appuie sur espace, soit présent. Quand le signal est présent, à ce moment-là, on va exécuter le processus cell. Et qu'est-ce que fait le processus cell? Il va juste exécuter 4 instances en parallèle du processus splittable qu'on vient de définir. Donc on voit que par la récursion et la composition parallèle, on peut créer dynamiquement de nouveaux processus. Donc qu'est-ce qu'on a dans le langage? Dans le langage, on a la définition de processus, pause, l'exécution de processus, la composition séquentielle, la composition parallèle, la définition de signaux, on peut émettre un signal, on peut attendre un signal, et on peut tester la présence d'un signal. Avec ici une différence de sémantique qui peut sembler anodine, mais qui, on va voir, a beaucoup de conséquences, c'est qu'on retarde la réaction à l'absence d'un signal par rapport à ce qui est fait en STRL. Donc, dans le langage, on a aussi des signaux valués, où il y a une légère généralisation de la fonction de combinaison d'STRL dans lequel on va distinguer le type des valeurs émises et le type qu'on va lire sur un signal. Et on définit donc comment on doit combiner les valeurs en cas d'émissions multiples au cours d'un instant. Et enfin, on peut récupérer la valeur d'un signal. Et il y a aussi les constructions de contrôle qui sont la préemption et la suspension, donc qui sont do until et do when, qui correspondent au abort et au suspend d'STRL. Donc, avec ce langage, on peut programmer des applications réactives classiques comme en STRL, mais on peut aussi utiliser la composition parallèle juste pour programmer plus facilement certains algorithmes. Donc ici, on va voir comment on écrit un parcours d'arbre en largeur. Donc je définis mon type d'arbre binaire qui dit soit vide, soit c'est un nœud qui a un label et 2 sous-arbres. Et maintenant, je veux exécuter la fonction f sur chaque nœud de l'arbre en faisant un parcours en largeur. Là, je dis simplement que si l'arbre est vide, je ne fais rien. Si l'arbre est non vide, j'applique f sur l'étiquette, j'attends un instant, et ensuite, je parcours mes 2 sous-arbres en parallèle. Et donc là, le temps va nous permettre de dire je parcours un niveau de l'arbre à chaque instant. Donc on peut constater qu'on sort du cadre de la programmation temps réel classique, parce que ici, si le nombre de branches parallèles va dépendre de la largeur de l'arbre. Ici, on a un arbre infini, on peut même avoir donc, un nombre infini de processus qui s'exécutent en parallèle. Mais si l'arbre est fini, on garde quand même la notion que
le temps, ça peut être défini comme un instant et un instant logique, peu importe le temps d'exécution. Ici, ce qui nous garantit ça, ce qui nous garantit que chaque instant termine, c'est qu'entre chaque appel récursif, on va coopérer avec une pause. Donc, ça, c'est une propriété qui est importante, c'est que pour que le temps puisse progresser, qu'on puisse passer à l'instant suivant, il faut que les instants terminent, et pour ça, on a une analyse de réactivité qui va essayer de détecter des cas pathologiques qui sont les boucles instantanées, donc une instruction loop sans pause à l'intérieur, ou un processus récursif qui n'a pas de pause entre la déclaration du processus et son appel récursif. Donc on va faire seulement des avertissements parce que l'analyse n'est pas complète et il y a des programmes qu'on veut pouvoir exécuter même si l'analyse crée de faux positifs. Donc l'idée de l'analyse, ça va être de simplifier les programmes en des comportements et ensuite de faire l'analyse de réactivité sur ces comportements. Donc qu'est-ce qu'on va oublier? On va oublier tout ce qui parle de valeur, de présence de signaux, et on va seulement garder la structure du programme. Donc quelles sont les pauses, les compositions parallèles, et ainsi de suite. Donc bien sûr, il y a beaucoup de limitations. Donc si le programme, si l'instant termine parce qu'une fonction termine, ben ça, on ne pourra pas le détecter. Et on ne traite pas non plus les entrées-sorties bloquantes, on les considère comme des fonctions instantanées. Donc l'idée des comportements, c'est de dire une expression peut être instantanée, donc ça va correspondre à n'importe quelle fonction camel, donc purement combinatoire, ou un await immédiate, disant un await immédiate, il peut terminer instantanément, donc ça peut potentiellement me créer une boucle instantanée, donc je vais l'abstraire comme un zéro. Et ensuite, il y a des expressions non instantanées que je vais noter point, qui là sont des instructions, je suis sûr qu'elles vont prendre au moins un instant. Donc pause ou lire la valeur d'un signal. Et ensuite, je vais pouvoir abstraire les noms de processus par des variables, et je vais garder la structure du programme, donc la composition parallèle, la composition séquentielle, le choix non déterministe, qui va permettre d'encoder les ifs and else en oubliant les valeurs. Et il va ensuite y avoir un opérateur de récursion qui va nous permettre de représenter les boucles et l'exécution d'un processus. Donc, une fois que j'ai ce langage de comportement, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'un programme réactif, qu'est-ce qu'est un programme réactif. Donc, si j'ai une récursion qui passe par un pause, ça c'est un programme qui est bien formé. Ou si j'ai un programme qui est une récursion qui dit soit je ne fais rien instantanément, ou je fais une pause et un appel récursif. Ben ça va aussi être un programme coopératif parce que soit il termine, soit il fait une pause avant l'appel récursif. Mais si j'ai une récursion sans pause, ben ce programme-là va être considéré comme dangereux. Ou si j'ai un choix non terministe entre un programme instantané et quelque chose qui coopère suivi d'un appel récursif, ça veut dire que potentiellement, je peux avoir une réaction non instantanée suivie d'un appel récursif, donc je vais vouloir rejeter ce programme. Donc pour faire ça, on va typer les programmes avec un système à effet où on va abstraire au moment du typage chacune des expressions du langage par un comportement. Donc un processus va avoir le type taux de valeur de retour et le comportement K, et les règles de typage auront cette allure-là. Donc dans un environnement de typage gamma, l'expression E aura le type taux avec le comportement K. Donc on peut regarder quelques règles. Donc le typage de pause dit pause, ça retourne une valeur de type unit, et ça s'abstrait par une expression non instantanée. Le typage d'un ifs and else dit la condition doit être instantanée,
l'expression E1, elle peut avoir le comportement K1 et l'expression E2 le comportement K2. Et le typage du XNL, ça a le comportement qui est le choix non déterministe entre K1 et K2. Maintenant, c'est là où on va voir les effets. Donc on dit ici, on type un processus qui a le comportement E, qui a le corps E, on type E qui a le comportement K, et retourne une valeur de type tau. Donc ce processus E, il a le type tau-process qui a le comportement K. La définition du processus, lui, est instantanée. Et donc ensuite, au moment où on va exécuter un processus, E doit être un processus de comportement K, donc le run de E aura comme comportement run de K. Donc maintenant, on peut voir comment ça se passe sur un exemple. Ici, on définit un processus qui est paramétré par deux processus P et Q, et qui dit pour toujours, j'exécute P et Q en parallèle. Donc je vais dire que P il a le comportement R1, Q a le comportement R2, et le processus résultat, il va avoir comme comportement le rec run qui représente la boucle, qui dit c'est une récursion où je fais R1 en parallèle avec R2, suivi de R3. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand j'instancie ce processus. Donc si j'instancie ce processus par un processus instantané et un processus non instantané, le type du processus résultat, c'est une boucle dans laquelle j'ai la composition parallèle entre un comportement non instantané et un comportement instantané et un comportement non instantané. Et ça, c'est réactif, parce qu'on a bien une pause avant l'appel récursif. Maintenant, si j'instancie par deux processus non instantanés, je peux faire l'analyse de réactivité sur ce petit programme-là qui me dit j'ai une récursion avec la composition parallèle de deux comportements instantanés, donc ça c'est instantané, donc je peux instantanément faire un appel récursif, et là je vais vouloir afficher un warning. Donc on va voir que c'est bien joli, mais ça ne marche pas tout à fait, parce que si on considère le processus P qui fait pause, son type c'est un processus qui a le comportement non instantané. Le processus Q qui termine instantanément, lui il a le comportement 0. Donc si maintenant je veux faire une liste qui contient les deux processus P et Q, parce que les processus sont des valeurs de première classe, quel est le type de ce processus? Donc pour résoudre ce problème, ce qu'on a fait, c'est introduire du sous-typage sur les effets en utilisant les types rangés qu'a introduit Didier Rémy. Donc là, on vient de voir comment être sûr que chaque instant termine. Maintenant, dans le cours de Gérard Berry, juste avant, il y avait la question de savoir est-ce que les programmes sont logiquement corrects. Donc, quelle est la question de la causalité en ReactiveML? La solution est simple, c'est que les programmes sont causaux par construction. Donc, on va voir pourquoi et comment des petites variations sur la sémantique a de l'impact sur la causalité et aussi ensuite sur l'expressivité du langage. Donc on reprend le premier exemple de Gérard qui disait si le signal S est présent, je ne fais rien, sinon j'émets S. Et il a montré que ce programme était incohérent parce que si je suppose que S est absent, je émets S. Donc S ne peut pas être absent vu qu'on l'émet, et que si je suppose qu'il est présent, on ne fait rien, donc personne ne l'émet, et dans ce programme, donc ce programme est incohérent. Donc en ReactiveML, la syntaxe est la même, mais la sémantique est différente. On a dit que il y a un délai à la réaction à l'absence. Donc ça veut dire que la branche else va être exécutée à l'instant d'après. Donc là, au premier instant, je dis si S est présent. Je fais l'hypothèse, personne n'a émis S, donc S est absent. Donc je vais exécuter la branche else, mais la branche else n'est pas exécutée au premier instant. Donc j'attends un instant,
et à l'instant d'après, j'émets S. Donc ce programme, il est parfaitement valide. Il dit juste, c'est un programme qui s'exécute en 2 instants, où S est absent au premier instant et présent au deuxième instant. D'accord ? Donc, il y avait notre exemple qu'a montré Gérard, de programme non déterministe qui avait 2 sémantiques. Ici, l'hypothèse S est présente et valide, et l'hypothèse S est absente et aussi valide. Donc, comment résoudre ce problème ? En ReactiveML, on va faire une hypothèse supplémentaire qui est de dire qu'on privilégie l'absence des signaux. Donc, dans ce cas-là, on dit, bon, ben, je vais supposer que S est absent. Donc, le comportement de ce programme-là, ça va se comporter comme une pause. Ça veut dire, au premier instant, personne n'est émis, donc S n'est pas émis, et au deuxième instant, je ne fais rien, et je termine. Et on peut juste noter que même si on écrit ce programme-là en STRL en ajoutant explicitement une pause, il reste non déterministe en STRL, et un programme ReactiveML correct, et on verra ça pourquoi avec une propriété de la sémantique un petit peu plus tard. Donc un autre problème de causalité, ça c'est un exemple qui est logiquement causal, mais qui n'est pas constructivement causal, parce que après le test de présence, on fait d'abord un test de présence, et après le test de présence, on émet S. Pour ce cas-là, en ReactiveML, par la combinaison du fait qu'on privilégie l'hypothèse d'absence et qu'il y a un retard dans l'exécution du else, le comportement de ce programme-là, c'est de dire au premier instant, S n'est pas émis, au deuxième instant, je fais rien, puis j'émets S. Donc, ça, c'est l'exemple du programme qui se suicide, qu'a aussi montré Gérard, où on voit que la préemption forte peut introduire des problèmes de causalité. Donc là, la solution dans le modèle réactif de Boussineau est encore plus radicale, c'est de dire on interdit la préemption forte. Maintenant, la préemption faible peut aussi être problématique. Où ici, c'est un exemple un peu subtil, où si on émet K, et qu'à ce moment-là, on va avoir un problème de causalité. Parce que si on émet K, le handler d'exception doit être exécuté. Donc ça veut dire que S1 va être émis. Si S1 est émis, le await S1 va être exécuté, donc va avancer, émettre S2 et terminer instantanément. Mais si ce programme termine, si le corps du abort termine instantanément, ça veut dire que je ne devais pas exécuter la préemption. Mais si K est émis, je devais exécuter la préemption. Donc là aussi, j'ai une incohérence. Donc pour résoudre ce problème en ReactiveML, on va ajouter un retard dans l'exécution du handler. Donc si K est émis, le signal S1 va être émis à l'instant suivant. Enfin, il y a la question des signaux valués, et on voit qu'on peut aussi avoir des problèmes de causalité à cause de ces valeurs. Ici, c'est un signal sur lequel je définis la fonction de combinaison comme étant l'addition, et je dis si initialement j'émets la valeur 1 sur S, je récupère la valeur de S et je réémets sa valeur instantanément dessus. Donc je veux dire la valeur de S initialement c'est 1, mais dans le même instant c'est 1 plus 1, mais si X donc c'est 2, ça voulait dire que ici je ne devais pas émettre 1, mais je devais mettre 2, et on voit que j'ai introduit un cycle de causalité. Donc en ReactiveML, on va introduire un retard pour lire la valeur d'un signal. Enfin, dernier exemple qu'a aussi montré Gérard, c'est que la composition parallèle de programmes peut introduire des problèmes de causalité. Si je regarde
que la ligne du haut, c'est un programme qui est tout à fait valide. Si je regarde que la ligne du bas, c'est un programme qui est valide. Mais la causalité, c'est une propriété globale du programme. Je suis obligé de considérer l'ensemble. Et là, en ReactiveML, on va voir que comme les programmes sont causaux par construction, on peut les composer et rester causal. Donc les 5 caractéristiques du modèle réactif de Boussineau, c'est de dire qu'on ajoute un retard à l'absence d'un signal, on privilégie toujours l'absence d'un signal, il n'y a pas de préemption forte, le traitement d'échappement lors d'une préemption faible est retardé d'un instant, et on peut aussi lire la valeur d'un signal qu'à travers un retard. Donc quelles sont les conséquences ? La première conséquence, c'est qu'on perd en compositionnalité. Donc, si je regarde cet exemple-là, qui reçoit la valeur x sur un signal sin et émet la valeur x plus 2 sur sout. Ça, c'est un programme qui, au premier instant, quand sin va être émis, il récupère la valeur, à l'instant suivant, il calcule x plus 2 et émet la sortie. Donc c'est un programme qui s'exécute en un instant. Maintenant, je dis que faire plus 2, c'est trop cher. Je veux faire 2 fois plus 1, avec une composition parallèle et une communication interne entre deux processus. Donc je déclare un signal local TMP qui est initialisé à 0, et j'attends sur sin, j'émets sur TMP x plus 1, je récupère sur TMP la valeur émise et je mets sur sout y plus 1. Donc ici, j'ai bien, si je regarde juste la valeur de sout, j'ai bien émis la valeur de sin avec la valeur plus 2, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai introduit un instant de plus en ajoutant une composition parallèle. Qui est-ce qui met le retard là ? Ce qui met le retard, c'est la communication sur TMP. C'est que j'ai ajouté une communication à travers TMP. Donc ici, j'ai ajouté un instant pour lire la valeur de TMP. Donc on a dit que le gros... Mais bon, ce qu'on gagne en contrepartie, c'est d'être causal par construction. Donc on a dit que ce programme était correct, mais je peux même faire mieux, c'est de dire je peux paramétrer mon processus par un autre processus arbitraire, et je sais que je peux composer ces deux programmes en parallèle et que je n'aurai pas de problème. Et les processus, c'est des valeurs comme les autres, donc ça veut dire que je peux aussi les émettre sur des signaux. Donc dynamiquement, je peux recevoir sur un signal S un processus P, le composer en parallèle avec quelque chose d'autre, et je suis sûr que je ne vais pas introduire de problème de causalité. Et définir une analyse de causalité sur un langage qui permettrait ça rejetterait beaucoup trop de programmes, ou serait trop difficile à résoudre. Et donc c'est pour ça qu'il y a le choix d'essayer de garder cette propriété d'être causal par construction. Donc une autre propriété importante, c'est que les signaux sont des valeurs de première classe, et comme dans le pi-calcul, on peut avoir de l'échappement de portée. Donc ici, je déclare un signal local au processus client qui va émettre sur le signal newproc un processus qui va lui émettre le signal local et ensuite attendre le signal ACK. Mais ici, même si syntaxiquement ACK est local au processus, il est émis sur le signal newproc qui a une portée plus grande. Donc on voit que ACK échappe de sa portée. Et ça a des conséquences sur la sémantique. Donc, si j'ai ici un signal local que je fais échapper de sa portée et sur lequel j'émets la valeur 1, je fais un pause et à l'instant suivant, je teste si le signal est présent. En STRL, je peux regarder ce programme-là et dire il va toujours émettre presse. Mais en ReactiveML, comme local
a échappé de sa portée, et ici, il est exécuté dans un bloc do-when, donc il peut suspendre l'exécution. Ça veut dire que le signal peut être émis à des instants où ce bout de code-là n'est pas activé. Donc l'horloge du signal local ne correspond pas à l'horloge du bloc. Donc ici, avec ce programme-là, cette exécution-là, si local n'est pas émis à l'extérieur de ce bloc, le programme va afficher absent, ce qui ne pourrait jamais arriver en STRL. Donc maintenant, on va voir qu'on peut adapter la sémantique comportementale qu'a présentée Gérard au modèle réactif. Donc, vous retrouvez la forme des règles qu'il a présentées. Et donc, un des points clés, c'est la règle de present que je vais vous présenter. Donc, on dit, si je teste de présence sur une expression E, zen E1, LCE2, ici, je dois évaluer E en un signal, parce qu'on n'a pas forcément juste un nom de signal, ça peut être une expression arbitraire. Mais si donc, ce signal est présent dans l'environnement, à ce moment-là, on exécute la branche zen. Et maintenant, dans le cas où le signal n'est pas présent dans l'environnement, on va dire je dois exécuter E2 à l'instant suivant. Donc, sur cette sémantique comportementale, on va pouvoir prouver des propriétés, donc propriété de déterminisme, qui dit que pour toute expression E, pour un ensemble de signaux S donnés, si j'ai deux réactions de E en E1' et de E en E2', alors je sais que E1' va être égal à E2'. Et j'ai des conditions supplémentaires, parce que la sémantique de ReactiveML parle des valeurs, et donc là, je dois juste dire que pour être déterministe, la fonction de combinaison de valeurs de signaux doit être associative et commutative. Donc ensuite, on peut avoir une propriété d'unicité qui, elle, n'existe pas en STRL. Donc cette propriété, elle dit, pour tout ensemble de signal S, pour lequel la sémantique, je peux avoir une sémantique valide. Si je prends l'intersection de ces ensembles de signaux, donc ça va être alors je peux faire réagir E en E'. Et donc ça veut dire qu'il existe un plus petit ensemble de signaux dans lequel le programme peut réagir. Et c'est ça qui nous permet de privilégier l'hypothèse à l'absence. Et c'est un des points clés avec le déterministe qui nous permet de garantir que tous les programmes sont causaux par construction. Donc maintenant, je vais dire quelques mots de l'implémentation. Donc l'implémentation, elle repose sur l'idée de continuation, qui est une vieille idée qui existait déjà au moins en Lisp dans les années 80. Et donc, je vais présenter ça juste sur quelques règles, où chaque expression du langage va être paramétrée, va avoir sa continuation. Donc ici, on va regarder la règle pour un await immédiate. On dit ici, j'ai un await de E suivi de la continuation K. Je dois évaluer E dans un signal N. Si le signal N est présent, à ce moment-là, je dois exécuter K, la continuation K à l'instant courant. Maintenant, si j'ai ce await, j'évalue l'expression E en un signal N et que N n'est pas présent dans l'environnement, je vais réécrire mon await immédiate en await immédiate sur ce signal N avec la continuation K et je vais dire, je vais enregistrer ce await sur une file d'attente associée au signal N. Donc, à partir de ReactiveML, je peux le compiler dans un langage avec continuation et définir la sémantique de l'évaluation comme une succession de réactions comme ça. Et ces fonctions de transition, je peux les implémenter directement en OCaml.
Donc, l'implémentation du await, ça veut dire c'est await du signal E avec la continuation K. Son comportement, c'est de dire je vais évaluer E. L'évaluation de E va me retourner une structure de données qui contient les statuts de présence et d'absence des signaux et la liste d'attente associée à E, W. Et ensuite, je peux définir ce processus self qui dit si le signal est présent, alors j'exécute la continuation tout de suite. Sinon, j'enregistre self, donc le await, dans la file d'attente associée à E. Et l'exécution du programme, c'est l'exécution de self. Donc, ensuite, on peut voir comment on gère l'émission d'un signal. Donc, l'émission d'un signal E1 avec la valeur E2 qui a la continuation K, c'est de dire j'évalue E1, ça doit être un signal, donc une structure de données N avec une file d'attente W. J'évalue la valeur à émettre sur le signal. Je mets à jour la structure de données associée au signal pour dire qu'il a été émis avec la valeur V'. Et je vais avoir un ensemble current de tout ce que j'ai à faire à l'instant courant, dans lequel donc, je vais ajouter le contenu de la file d'attente du signal. Donc, tous les await qui étaient bloqués sur ce signal vont être mis dans une liste current de choses à faire maintenant. Maintenant, je peux vider la file d'attente et appeler la continuation. Et donc, l'exécution d'un instant, c'est juste partir de cet ensemble current qui va contenir tout ce que j'ai à faire à l'instant et l'exécuter jusqu'à ce que current soit vide. Et quand current est vide, on peut dire bon, ben, maintenant je suis à l'instant suivant et tout ce qui était des pauses, toutes les continuations des pauses vont être dans le nouvel ensemble current pour l'instant suivant. Donc là, je vous ai présenté. Donc oui, on peut voir là que, en fait, on peut voir ReactiveML seulement comme une librairie au camel. Et on pourrait écrire directement des programmes utilisant cette librairie, mais ce que fait le compilateur, c'est de prendre le source ReactiveML et le traduire dans ce code purement camel, qui va ensuite faire de l'ordonnancement dynamique de programme. Mais donc là, dans l'intuition de l'implémentation que je vous ai présentée, mettez sous le tapis un aspect important. Et cet aspect, c'est les questions de suspension et préemption. Et pourtant, c'est vraiment ce qui donne la valeur ajoutée, un des aspects qui donne la valeur ajoutée du modèle synchrone, c'est les structures de contrôle qui sont très riches. Donc, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple où on va vouloir créer des balançoires en disant je vais poser le centre de la balançoire et ensuite lancer la balançoire. Donc avec un premier clic, je mets le centre de la balançoire. Avec le deuxième clic, je crée la balançoire. D'accord ? Maintenant, je veux mettre un centre ici, mais je veux changer d'AFI et donc appuyer sur Escape pour enlever le centre, le mettre ailleurs et lancer la balançoire. D'accord ? Donc, comment je fais pour programmer ça en ReactiveML ? Ben, je vais dire pour toujours, j'attends un premier clic, je récupère la position du centre, j'attends un deuxième clic, je récupère la position, je dois lancer la balançoire, je crée une nouvelle balançoire et je recommence pour attendre un premier clic. Maintenant, si après je reçois un premier clic et j'attends un deuxième clic, et là je change d'avis. Je ne veux plus lancer la balançoire, ben, je peux appuyer sur Échappe, et à ce moment-là, je vais arrêter d'attendre le deuxième clic, je vais terminer ici, et attendre de nouveau un premier clic pour poser le centre. Donc, ce programme-là, si on voulait le programmer avec un style de programmation événementielle, ben, ça ressemblerait à un code plutôt comme ça, où on doit extraire l'état et associer des fonctions de calcul à chacun des événements. Où ici, on dit, ben, je vais avoir l'état qui est le nombre de clics que j'ai fait et la position qui récupère là où j'étais, et que si sur l'événement clic, à ce moment-là, je dois mettre à jour l'état, et que sur échappe,
je peux aussi mettre à jour cette variable partagée d'état. Donc, ces structures de contrôle, elles permettent de gagner beaucoup en expressivité, mais elles rendent aussi l'implémentation du runtime plus difficile. Donc, c'est illustré par ce programme-là, où on attend le signal S, et ensuite on doit afficher do not print. Et ça, on fait ça seulement quand le signal P est présent. Donc si P est mis au premier instant, on se met en attente sur S, et on passe à l'instant suivant. Au deuxième instant, on émet S. Donc S, ce await S-là ne doit pas être déclenché parce que P n'est pas présent. D'accord ? Donc si on reprend l'implémentation que je vous ai présentée juste avant, où j'avais associé simplement la file d'attente au signal, ici j'aurais déclenché l'affichage du message. Et donc en fait, dans le runtime, il faut garder la structure du programme et associer des files d'attente à chaque nœud de contrôle, donc pour les suspensions et préemptions. Donc, l'implémentation de base de ReactiveML, c'est de dire on prend un programme, on va le traduire dans du code Camel pur et le brancher sur la librairie de runtime. Et donc, comme c'est du code Camel standard, on peut bénéficier de toute la chaîne d'outils de Camel, donc générer du code natif, générer du code JavaScript. Et voilà, tous les autres outils associés. Mais on a aussi fait des expérimentations pour générer du code parallèle, donc là en utilisant F# et en disant on a cet ensemble current de choses à faire à l'instant courant. Cet ensemble de choses à faire, a priori, on peut le faire dans n'importe quel ordre. Donc on va, en utilisant du work stealing, essayer d'exécuter tout cet ensemble current en parallèle. Et donc ici, on voit quelques chiffres d'accélération obtenus sur quelques exemples. Donc on voit qu'on peut avoir un peu de gain de performance, mais le parallélisme reste du parallélisme à l'intérieur d'un instant. À la fin de chaque instant, on rajoute un point de synchronisation pour tous les threads. Donc pour essayer de rendre le code plus efficace, l'idée qu'a eue Cédric Pasteur, c'est d'ajouter une notion de raffinement temporel en disant si la seule chose qu'on sait paralléliser, c'est à l'intérieur d'un instant, ajoutons du calcul à l'intérieur d'un instant. Et de dire que, contrairement au synchrone classique où on peut seulement faire de l'échantillonnage, là, ce qu'on va dire, c'est à l'intérieur d'un instant, on va pouvoir faire plusieurs instants. Donc on peut voir ça comme étant, à l'intérieur d'un programme ReactiveML, on va pouvoir définir ce qu'il appelle un domaine réactif, dans lequel on peut relancer un autre programme ReactiveML. Et donc ça permet de créer une notion d'instant local et de masquer les instants locaux parmi l'extérieur. Donc ça permet de gagner en performance, mais ça donne aussi des gains en expressivité. Donc ici, c'est un exemple de simulation de réseau de capteurs où on est intéressé de simuler le réseau à la fois au niveau logiciel et au niveau matériel. Mais les échelles de temps au logiciel et au matériel sont complètement différentes. Au logiciel, on s'intéresse plutôt au temps au niveau de la milliseconde, alors qu'au matériel, on veut faire une simulation plus précise au niveau de la microseconde. Donc, quand on veut définir le réseau complet, on va dire que chaque nœud va être exécuté dans un domaine où l'horloge de base, c'est la milliseconde. Mais à l'intérieur d'un nœud, on va vouloir modéliser le matériel où l'horloge de base, ça va être la microseconde. Donc ça veut dire que dans un instant de l'horloge externe, qui est la milliseconde, on va pouvoir faire 1000 réactions internes. Et cette idée de raffinement temporel permet aussi de résoudre les problèmes de compositionnalité.
Donc si on reprend l'exemple qu'on a vu précédemment, où je voulais décomposer le x plus 2 en 2x plus 1 fait en parallèle, ben, je peux faire un processus où il manque la... Donc ici, je devrais écrire... je devrais créer un domaine local à ce processus, et à ce moment-là, je pourrais masquer la communication faite à l'intérieur. Donc pour conclure, on a programmé toutes sortes d'applications en ReactiveML, donc qui va de simulation de réseau, en passant par des chatbots ou de la musique mixte. Et donc, vous pouvez trouver la plupart de ces exemples en ligne. On a fait le choix de faire un langage par rapport à une bibliothèque, même si on peut utiliser ReactiveML comme une bibliothèque, pour pouvoir faire quelques analyses statiques, pour ne pas avoir à écrire dans le manuel ce genre de choses, disant attention, pour être réactif, il faut faire attention de bien coopérer à l'intérieur des boucles. En ReactiveML, on va aider le programmeur en lui mettant un warning dans ces cas-là. Et d'avoir un langage permet aussi de faire quelques optimisations. Et enfin, je voulais terminer en disant que l'idée de Frédéric Boussineau d'avoir des programmes causaux par construction, c'est une solution parmi d'autres. Et donc, il y a d'autres alternatives qui sont aussi explorées. Donc, il y a une idée de dire, je peux prendre la vraie sémantique de STRL et embarquer ça dans un langage généraliste. Et si jamais j'ai une boucle de causalité, à ce moment-là, j'aurai une erreur à l'exécution. Une autre approche, c'est de dire, bon, je veux pouvoir sortir du monde temps réel, donc en particulier avoir la possibilité de créer dynamiquement des processus, mais je veux garder les propriétés fortes des langages synchrones classiques, qui sont de la causalité stricte et de l'ordonnancement statique. Et ça, pour faire ça, l'idée, c'est de dire, bon, ben, on ne va pas plonger le synchrone dans un langage généraliste complet, on va juste enrichir un peu plus le langage. Et donc ça, c'est un choix qui a été exploré dans Lucid Synchrone, par exemple. Donc voilà, donc vous pouvez récupérer et utiliser ReactiveML à cette adresse. Merci.